Il est 18h10 à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique à la une de l'actualité. En vue des travaux de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tiendra dès septembre prochain à New York, l'Algérie a été élue au poste de vice-président pour le groupe Afrique. Et en Afrique du Sud, c'est un gouvernement d'unité nationale qui se dessine à l'horizon. C'est ce qui ressort du moins des déclarations du président sud-africain Cyril Ramaphosa. Et en Espagne, le parti politique espagnol Sumar dit stop à l'exploitation des richesses en territoire sahraoui occupé et propose un projet de loi qui vise à interdire les subventions et les marchés publics aux entreprises qui opèrent dans les zones occupées du Sahara occidental. Avant de développer les titres de l'actualité, Madame, Monsieur, sachez que l'ancien Premier ministre du Cameroun, Philimon Yong, a été élu jeudi par acclamation président de la 79e Assemblée générale des Nations unies, succédant ainsi au diplomate trinidadien Denis Francis, qui lui présidait la 78e session de l'Assemblée. Après son élection, Philimon Yong a appelé la communauté internationale à renforcer le multilatéralisme, soulignant qu'il constituait le fondement des principes et de la Charte des Nations unies. Philimon Yong a par ailleurs insisté sur la nécessité de l'action commune pour promouvoir la paix, la liberté, conscient des jeux et des défis mondiaux de façon multidimensionnelle. Philimon Yong a en outre déclaré « Agissant pour le développement durable, la prospérité partagée, l'harmonie avec la nature et un environnement où des ressources abondantes peuvent être consommer avec modération et sagesse ». Fin de citation. À noter que les travaux de cette session se tiendront dès septembre prochain au siège des Nations Unies à New York. Le sommet du futur marquera les travaux du segment de haut niveau de la session qui sera en septembre 2024. De son côté, l'Algérie a été élue jeudi par acclamation au poste de vice-président de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Par cette élection, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies, Ammar Benjama, représentera le groupe africain aux côtés de ses pairs élus au titre d'autres groupes régionaux dans le poste de vice-président. En outre, en assumant la fonction de vice-président de l'Assemblée générale, l'Algérie aura contribué dans la conduite et les directions des travaux des séances plénières de l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2024 à septembre 2025. Pour rappel, l'Assemblée générale est le principal instance d'élaboration des politiques des Nations unies rassemblant tous les États membres. Elle offre un espace de discussion multilatéral unique pour débattre de l'ensemble des thèmes convenus par la Charte des Nations unies. Et par ailleurs, le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations unies réitère la position de l'Algérie quant aux abcès sécuritaires liés au fléau du terrorisme en affirmant qu'il faut revenir aux causes fondamentales de cette dernière. Ammar Benjama s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation en Irak. On l'écoute. L'acte terroriste qui se conjugue généralement avec un acte suicidaire, c'est quand une personne, à tort ou à raison, souvent à tort, considère que on ne les écoute pas, on ne les entend pas. Et ce que je recommande, en dehors de l'humilité et de l'humanité avec laquelle on doit approcher cette question, c'est d'avoir en tête le contexte particulier de l'acte terroriste, qui doit être condamné, qui doit être poursuivi, qui doit être châtié,
Mais si on veut que ça ne se répète pas, il faut absolument que l'on puisse se pencher sur les causes qui ont créé ce sentiment de désespoir. Dans le volet sécuritaire, toujours, le président tunisien Kais Saïed a souligné la nécessité de redoubler d'efforts en vue de faire face à tout type de criminalité, dans le plein respect des droits, des libertés et de la dignité humaine. C'est ce qui ressort d'une rencontre au palais de Carthage entre Kais Saïed et son ministre de l'Intérieur Khaled Nouri et du secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la sécurité tunisienne, Sofiane Ben Sadaka. À cette occasion, le chef de l'État n'a pas manqué de pointer du doigt les tentatives étrangères de déstabiliser la Tunisie en déclarant, je cite, « Plusieurs crises ne sont ni naturelles ni innocentes et leur objectif est de déstabiliser et de semer le chaos à des fins électorales flagrantes. » Fin de citation. Et au Soudan, la société civile fait état ce vendredi d'un nouveau massacre des forces de soutien rapide contre des civils soudanais et affirme qu'au moins une quarantaine de civils ont été tués lors de tirs d'artillerie des forces de soutien rapide sur la ville de Darounan, pas loin de Khartoum, la capitale, signalant que ce bilan reste encore provisoire. Mercredi 5 juin aussi, les forces de soutien rapide ont mené des attaques cinglantes contre un village au centre du Soudan, dans la région de Oued Medeni, où au moins 35 enfants ont été tués et un autre à El Fasher. Depuis un an, comme vous le savez, le Soudan fait face à un conflit de haute intensité qui oppose l'armée du pays et les forces de soutien rapide. Et depuis plusieurs mois déjà, la situation humanitaire dans le pays inquiète les agences onusiennes qui ne cessent d'appeler à plus de mobilisation internationale. Et en Afrique du Sud, le temps est à la coalition et il semble que le pays soit sur le chemin du consensus pour former un gouvernement d'unité nationale. Le Congrès national africain, qui a été au pouvoir depuis la chute de l'apartheid, compose avec les autres forces politiques du pays. Plusieurs fois vainqueur, mais cette fois-ci, il n'a pas eu la majorité électorale. Une nouvelle étape pour l'expérience démocratique sud-africaine. Cela dit, n'oublions pas que le premier gouvernement de feu, Nelson Mandela, était celui de l'unité nationale. Le point avec Leila Gertal. La coalition sud-africaine semble prendre forme de plus en plus. Les déclarations des uns et des autres au sein de la classe politique sud-africaine laissent déjà voir les noms des partis qui peuvent être dans la composition parlementaire future et de son gouvernement. Faut dire aussi que c'est la première fois de son histoire que l'ANC se voit confronté à une telle situation. L'ANC, un parti en pouvoir qui a bâti toute sa crédibilité et sa notoriété sur la lutte anti-apartheid sous le règne de Nelson Mandela. L'ANC n'est pas seulement un parti politique pour les Sud-Africains, mais une histoire de lutte et de résilience. C'est donc la première fois que le parti ne remporte pas la majorité, un recul de 15% des voix, certes qui ne le détrône pas, mais n'en fait pas non plus le parti absolu du pays. Avec 43% des voix, donc, l'ANC s'est vu contraint de composer avec les partis en lice. Des partis comme celui de Jacob Zuma, qui a raflé 15% des voix alors que ce parti a été formé, il faut le dire, il y a à peine 6 mois. Le KwaZulu-Natal a, dans ce sens, tranché. Ou encore celui de Julius Malema, qui avance très bien. Résumons un peu quelles sont les alliances qui peuvent émerger. Les principaux prétendants au partenariat avec l'ANC sont l'Alliance démocratique, qui a raflé 21% des voix, le MKP, 14% des voix, et Combattants de la liberté économique, le FF, avec 9,47% des voix. Voici donc les configurations des partis qui ne s'éloignent pas trop dans leur ligne politique de celle de l'ANC, car les trois partis émergent et baignent dans le même combat anti-ségrégationniste, anti-impérialiste et surtout souverainiste, ce qui, en matière de politique étrangère, est susceptible de maintenir l'Afrique du Sud dans ses positions traditionnelles. En tous les cas, pour le président sud-africain Cyril Ramaphosa, son parti est ouvert à tous les partis de bonne volonté.
We've therefore agreed that we will invite political parties. Nous avons donc convenu d'inviter les partis politiques à former un gouvernement d'unité nationale comme la meilleure option pour faire avancer notre pays. Les modalités du gouvernement d'unité nationale tiendront compte des conditions qui prévalent en ce moment de l'histoire de notre pays. L'objectif du gouvernement d'unité nationale doit être avant tout de s'attaquer aux problèmes urgents que l'Afrique du Sud souhaite résoudre. Cette coalition gouvernementale qui pourra émerger ne pourra être que la nouvelle image, en tous les cas, du nouveau visage de l'Afrique du Sud, traditionnel et surtout multidimensionnel. Et dans le dossier sahraoui, je vous le disais en titre, l'occupant marocain, une nouvelle fois épinglé pour exploitation illégale des ressources et richesses des territoires sahraouis occupés. C'est au tour du parti politique espagnol Sumar de soumettre un projet de loi qui vise à interdire les subventions, les marchés publics aux entreprises qui prennent dans les zones occupées du Sahara occidental et de la Palestine également. Rapportent des médias espagnols. À noter que le Front Polisario est désormais actif sur le plan juridique et mène des batailles mondiales en pointant la responsabilité des entreprises étrangères au même titre que celles marocaines dans l'exploitation des ressources marocaines de façon illégale. Et justement, les séquelles de ce pillage illégal qui constitue le fer de lance de l'économie marocaine commencent à inquiéter les ONG de protection de l'environnement. Au large du Sahara occidental, le Maroc surexploite et autorise la surpêche jusqu'à mettre en danger l'extinction de certaines espèces, notamment le poulpe, a alerté l'Association pour la surveillance des ressources pour la protection de l'environnement au Sahara occidental. À noter que les eaux du Sahara occidental sont considérées comme les eaux les plus poissonneuses du monde. Et dans ce cadre, le Sahara occidental a réalisé une victoire juridique considérable lorsqu'en 2021, un tribunal de l'Union européenne a annulé les accords commerciaux et sur la pêche conclus par le bloc régional avec l'occupant marocain, indiquant que le consentement du peuple du Sahara occidental est nécessaire pour de tels accords. L'ONU tire la sonnette d'alarme quant à la situation humanitaire au Sahel et affirme qu'au moins 33 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire vitale et de services de protection, a averti donc le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, signalant en outre que les partenaires humanitaires ont besoin de 4,7 milliards de dollars en 2024 pour répondre aux besoins urgents de près de 21 millions de personnes au Burkina Faso dans les régions d'extrême nord. Le procès de tentative de coup d'État déjoué par l'armée en République démocratique du Congo le 19 mai dernier s'est ouvert à Kinshasa ce vendredi au tribunal militaire Kinshasa-Gombe. Parmi les accusés, plusieurs personnes porteurs de nationalités étrangères, parmi lesquelles 3 Américains. Pour rappel, dans la nuit de dimanche 19 mai, plusieurs dizaines d'hommes armés avaient attaqué le domicile d'un ministre, Vital Kamerhe, devenu depuis président de l'Assemblée nationale avant d'investir le palais de la Nation, bâtiment historique abritant des bureaux du président Félix Tshisekedi. Madame, Monsieur, ainsi va l'actualité africaine. Pour retrouver l'ensemble de ces informations, suivez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales qui s'affichent actuellement en bas de votre écran et retrouvez Abdelkader Idrieff pour le 19 Info. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.